Alors, donc là, on va continuer sur cette thématique d'innovation organisationnelle et technologique. Là, on a beaucoup parlé du quoi et on va parler maintenant un peu plus du comment, avec effectivement cette approche d'innovation et du management de l'innovation et également de l'innovation dans le management. Jacqueline Hubert, si voilà, super Jacqueline. Et Félix Mamoudi est connecté et David Gruson va nous rejoindre vers Oui, 40 d'ici à un peu quart d'heure, près. je pense. Donc, il y a un décalage de 10 minutes sur la montre. Hein. Donc là, il est 20 en fait. D'accord, il est 20. Voilà, dans ce sens. Donc, merci Jacqueline d'avoir accepté cette invitation pour venir en tant que porte-parole, je dirais, de la délégation Sucénov, de pouvoir partager. Je laisse la place à Delphine. Merci Stéphane, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Donc, on propose de continuer ces échanges et ce partage en allant un petit peu plus loin et je pense qu'on en a déjà tous un peu parlé. On a vu qu'aujourd'hui, et j'ai envie de reciter le docteur Cardona qui nous a accueillis au Winship Cancer Institute et qui nous a dit, alors je ne vous le fais pas en anglais, il n'est pas question de déployer de la technologie juste pour la technologie. Et ce qu'on a vu dans cet institut, ce qui en a fait un projet révolutionnaire, c'est plus que ça, c'est plus que la technologie. C'est d'abord la vision qui portait de nouvelles modes de prise en charge qui étaient organisés complètement autour du patient. Et également, c'était une nouvelle approche, ou en tout cas une approche qu'on peut peut-être estimer, nous, comme une approche américaine, d'une culture du management de l'innovation. Et c'est ce qu'on vous propose de parler et de partager lors de cette table ronde. C'est comment intégrer l'innovation au management, comment manager l'innovation et comment faire porter l'innovation par les équipes. Comment ça peut devenir un levier de management, de mobilisation, de valorisation. Et on a vu lors des premiers échanges en quoi la question des ressources humaines était une question particulièrement problématique dans les mois, les années à venir. Et on a vu, je pense, tout un chacun, comment les établissements s'étaient emparés de ce sujet. Et je crois que c'est notamment un des axes que vous avez travaillé dans la délégation Souxinov, c'est-à-dire il y en a eu d'autres, mais on va peut-être commencer par celui-ci. Ce que vous avez voulu travailler, c'est comment l'innovation, quel était son impact dans la qualité de vie au travail et comment ça pouvait valoriser les équipes et l'établissement dans son ensemble. Donc, je vous laisse la parole, Madame Hubert. Merci beaucoup. Donc, effectivement, tous les ans, avec la délégation Suissinov, on essaie de cibler des points de difficulté de façon à échanger entre nous, entre les professionnels et les industriels, comme l'a dit Émilie, et aussi d'essayer d'apporter et de trouver des solutions tout au long de notre voyage, donc via des visites et puis via évidemment le salon. Donc, cette année, ce qui nous avait semblé important, c'était de travailler sur les clusters. On l'a vu ce matin avec nos amis du Northwestern de Chicago. Il est important éventuellement de faire des partenariats avec des industriels, de tester les industriels. Vous êtes très preneurs qu'on teste vos solutions, qu'on vous aide à les développer et à les adapter. Un des intervenants disait tout à l'heure, c'est pas aux professionnels de s'adapter à la solution, c'est à la solution de s'adapter aux vrais besoins des professionnels. L'autre point pour nous, ça avait été la qualité de vie au travail. François Crémieux l'a dit tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui, c'est l'humain. L'humain, c'est-à-dire les soignants et les médecins. On voit effectivement que nos lits fermés, nos difficultés aux urgences, eh bien, c'est aujourd'hui, post-Covid, c'est le problème de l'humain. Donc, on a essayé de focuser sur cette question de la qualité de vie au travail. Et on l'a vu un peu tout au long de notre voyage. Alors, donc, je vais un petit peu prendre cet axe-là. Donc, quand on a visité Houston, hein, Émilie l'a parfaitement décrit tout à l'heure, cette immense cité hospitalière, eh bien, nous avons vu comment on pouvait modifier les pratiques, par exemple, des soignants. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis fort longtemps. On n'a pas les mêmes attentes quand on est infirmière, quand on a 20 ans, quand on a 30, qu'on a deux enfants en bas âge, ou quand on a 50 ou 60 et qu'on commence à être fatigué. Et aujourd'hui, tout ce qui est plateforme digitale nous permet d'offrir ce que j'appellerais des temporalités différentes pour les soignants. Et là, aux méthodistes, effectivement, Émilie l'a décrit, je vais le prendre sous un autre axe qui n'est pas l'axe patient, mais qui est l'axe soignant. Eh bien, effectivement, on peut dire
eh bien, une infirmière va pouvoir travailler en distanciel, va pouvoir travailler chez elle, va pouvoir faire des nuits à suivre des alertes. Elle saura parfaitement qu'elle n'aura pas à se déplacer. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut offrir une qualité de vie différente et effectivement faire des projets professionnels qui ne vont pas être les mêmes en fonction des contraintes des professionnels. Et toutes les plateformes de suivi digitalisé, de suivi de nos pathologies chroniques, eh bien, nous offrent ces opportunités. J'ai échangé avec beaucoup de collègues en disant qu'il faut absolument mettre des plateformes au sein d'un hôpital, si c'est un très gros hôpital, genre la PHM, évidemment, il se suffit à lui-même, mais voir à l'échelle d'un GHT. On a aussi visité à Houston quelque chose qui était extrêmement intéressant, qui est peut-être là plutôt dirigé vers les médecins, mais aussi pour les soignants. C'était le TMC Factory à Houston. Alors, qu'est-ce que c'est que le TMC Factory? Eh bien, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Je pense qu'on a tous été un peu émerveillés. Donc, c'est une entreprise qui est en lien avec les professionnels de l'hôpital, dans lequel le médecin qui a une idée, mais ça peut être aussi un soignant qui a une idée, et là, ils vont avoir tout le matériel et toutes les compétences intellectuelles en ingénierie, par exemple, pour développer un produit. Ils ont développé ainsi un cœur artificiel. Donc, c'est vous dire, ça peut partir d'un petit DM ou d'une volonté d'organisation jusqu'à la mise en place d'un cœur artificiel. Et là, on a des médecins qui vont travailler avec des ingénieurs, c'est ce qu'on disait, hein, ces cloisons, là aussi je rejoins ce que disait François, ben là, ils travaillent ensemble. Ça peut être aussi des soignants pour l'adaptation d'un matériel, d'une technique. Ce qu'on a vu également au MD Anderson, c'est tout ce qui favorise la qualité de vie au travail via la suppression des tâches hyper répétitives, hyper fastidieuses. Donc effectivement, les soignants, et j'entendais un industriel le dire cette semaine, je pense qu'on n'a jamais connu peut-être une telle contrainte des professionnels face aux outils informatiques. En fait, là, c'est pareil, hein, c'est le professionnel qui doit se plier à l'outil. Je regrette tellement fortement le nombre de chariots que j'ai achetés pour les infirmières, qu'on mettait dans les chambres. Du coup, l'infirmière, elle est derrière son écran au lieu d'être face à son patient. Et ce n'est pas bon ni pour le patient, ni pour elle, puisqu'ils se sentent un peu déshumanisés, se sentent les instruments d'une machine. Et donc là, effectivement, on voit que l'IA va permettre de modifier complètement ces pratiques, d'avoir des choses beaucoup plus intuitives, de ne plus avoir toute cette saisie et de permettre de digitaliser par exemple le parcours patient. Alors, au MD Anderson, on a vu plusieurs solutions, là aussi très, très intéressantes, par exemple la gestion des rendez-vous. Alors, en France, on parle de la taxe lapin, donc visiblement, les États-Unis ne sont pas épargnés par les lapins, et donc 30% des consultations ne sont pas honorées, donc un chiffre considérable. Eh bien, ils ont mis de l'IA pour effectivement prendre un risque, en fait, cibler les patients les plus à risque de générer des lapins et du coup faire du surbooking de façon un petit peu prospective. Donc, vous voyez, ça va améliorer le fonctionnement de votre hôpital, ça va pour le médecin avoir des patients prévus et qui ne viennent pas, c'est sûrement hyper frustrant. Et là, on améliore la qualité de vie de nos professionnels et aussi la lettre de sortie qui est générée automatiquement. Là aussi, un grand progrès pour le professionnel qui ne va pas avoir à taper, la secrétaire qui va avoir ces tonnes de cassettes, parce que ça existe encore, les cassettes, un peu moins, mais ça existe encore. Et donc, effectivement, il y a quand même de nombreux outils. La digitalisation des admissions, c'est pareil. On a son QR code pour aller au cinéma, pour faire ses courses, mais aller à l'hôpital, il faut aller encore présenter son dossier. Donc, on voit qu'il y a beaucoup que l'IA générative va effectivement faciliter la vie des professionnels. Et pour ce qui est de la qualité de vie, la qualité de vie, c'est pourquoi pour nos hôpitaux, c'est d'être attractif, de faire venir les professionnels. Et puis la seconde question, c'est surtout de les garder.
Et je pense que ceux qui s'empareront le plus vite de ces outils seront les plus attractifs et seront peut-être les établissements les plus performants. Donc pour la PHM, il y a le soleil plus le numérique. Plus de numérique. Il ne faut pas juste compter sur le soleil, surtout aujourd'hui. Vous nous avez vendu du rêve. Alors, comment on passe, parce qu'on a vu tout ça aux États-Unis, comment on passe en France, comment on déclenche ça? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que globalement, le numérique en France, quand on en parle plutôt aux médecins, aux professionnels soignants, c'est plutôt oh là là, ça va me rajouter du travail. Comment on bascule de l'autre côté? Comment on transforme ça en France? Je ne dis pas qu'on va trouver la solution aujourd'hui, mais peut-être qu'il y Je a n'aurais pas la prétention de vous l'apporter. Pour autant, pourquoi? Parce que justement, ils ont été échaudés entre guillemets, les professionnels. Souvent, la numérisation, l'informatique n'a rien réglé, voire dupliqué. Ajouter du Si travail. vous étiez obligé de noter la tension sur un carnet et de la ressaisir dans le dossier patient, on ne peut pas dire que c'était extrêmement intéressant et motivant pour les professionnels. Donc là, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de différent. On va pouvoir passer de cette suggestion à la machine à la domestication de la machine. Là, les gens vont pouvoir être acteurs. Moi, je pense qu'il faut être très enthousiaste. Enfin, c'est peut-être mon caractère, mais il ne faut pas avoir peur de ces innovations. Il faut y aller. Il faut y aller et puis il faut la maîtriser. Parce que si on ne la maîtrise pas, on la subira. Donc, moi, je pense qu'il faut être très offensif. Il y a des choses formidables. Enfin, je ne sais pas, on a vraiment envie de se dire, eh ben voilà, on va travailler différemment. On va rendre, et puis alors je reviens encore sur la QVT, mais on va rendre du sens aux soignants. Les soignants, ils ne sont pas là pour taper derrière des machines. Et si on leur redonne du sens, eh bien, ça va effectivement être performant. Il y a beaucoup d'exemples et moi, je pense qu'il faut être très proactif, il ne faut sûrement pas être suiveur. J'ai envie, ça me fait penser, puisque j'étais dans la délégation Catel, à quelque chose que nous avait partagé Bruno Lirard. Je ne sais pas s'il est parmi nous à distance aujourd'hui, mais il avait dit que, évidemment, les systèmes d'information hospitaliers étaient beaucoup plus contraints. On ne pouvait pas fonctionner comme un Facebook, un Instagram où tout le monde s'en sert et c'est facile. Et on ne comprend pas pourquoi à l'hôpital, on ne pourrait pas faire la même chose. Et il disait justement, on ne peut pas dire oui à tout parce qu'on a des contraintes de sécurité de données, mais on ne peut pas non plus dire non à tout. Il faut qu'on essaie d'être le plus souple possible parce que l'ensemble de ces professionnels-là, ils ont déjà l'habitude au niveau personnel d'utiliser les outils numériques et finalement, ils les utilisent beaucoup plus facilement à titre personnel dans leur vie quotidienne qu'à titre professionnel, mais on a des contraintes en santé qui sont quand même impondérables. Je vais vous citer une anecdote. Un des collègues qui était avec nous sur la délégation Suisse-Innov me dit, en retour d'IMSS, j'ai utilisé l'IA, ChatGPT, pour faire les comptes rendus de PV, de CME, de PV de réunion, qui tous se souviennent autour de cette table de qui fait le PV du CODIR. Eh bien, là, ils ont utilisé ChatGPT. Et je pense que, vous voyez, ça ne nécessite rien, aucun investissement. C'est juste changer notre mindset, de dire, voilà, on va travailler différemment. Et il en avait l'air assez content. Peut-être en sortant de la QVT, est-ce que vous avez retenu d'autres petits points rapidement, puisqu'il nous reste quelques minutes? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu cette année, c'est l'évolution en termes d'interopérabilité. Je vais réussir à le dire correctement. Je pense que jusqu'à présent, c'était difficile. Par exemple, au sein des GHT, on s'est dit il faut tout changer, il faut tout harmoniser. Pourquoi? Parce que quand les GHT sont créés en 2016, l'interop, ça ne marchait pas. Et là, moi, ma surprise a été de dire, ça commence à marcher. Donc, on va pouvoir faire discuter l'hôpital, la médecine de ville, les paramédicaux, l'établissement privé sur un territoire de santé. Donc maintenant, la notion de territoire prend tout son sens. Encore faut-il qu'on définisse ce qu'est un territoire. C'est le territoire du médico-soc, le département, c'est le territoire du GHT. Mais là, ça ne nous appartient pas. Mais je pense que là, on a les outils. Donc maintenant, on n'a plus vraiment d'excuses de ne pas mettre en place un système qui, sur un territoire, va communiquer.
Merci beaucoup. On a parlé, on a dit que l'innovation technologique et que parler d'innovation technologique, c'était plutôt réducteur. Ça, on sait faire. On l'a vu lors de la première table ronde. On a vu que ça avançait trop vite, peut-être trop vite pour certains, notamment quand il s'agit de les intégrer dans les organisations. Et peut-être que, en tout cas, c'est la question qu'on s'est posée dans la délégation CATEL, c'est de pouvoir avoir une approche et une vision 360 et de ne plus penser les projets informatiques comme des projets informatiques, mais comme des projets d'établissement. Et Félix, je t'interpelle, je vois que tu es parmi nous à distance. Les Parisiens ont toujours du mal à descendre à Marseille, hein, c'est vraiment compliqué. Bonjour à tous déjà, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que Donc caméra Félix fonctionne? Mamoudi, qui est directeur de la transformation et de l'innovation de l'hôpital américain de Paris. Merci pour ta présence. Donc comment, d'après toi et d'après ce que tu as retenu de ton voyage à IMSS, comment le management peut-il et doit-il s'adapter aux innovations et comment les directeurs d'établissement peuvent s'en emparer pour manager leurs équipes et inciter aux usages? Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va être la première question. Assez bas. On t'entend de loin. C'est loin, Paris. On m'entend de loin. Alors, je vais me rapprocher de Parle mon fort. micro, ça ne va pas être très pratique. Bonjour à tous. Merci Stéphane pour On va attendre l'invitation. deux petites secondes. On va essayer de voir si on peut augmenter le son de. Je ne sais pas si c'est une pieuvre ou du Ouais, moi, je vais système. essayer ça. Est-ce que ça marche c'est un peu mieux mieux. comme ça ou pas? Ah, un tout petit peu mieux. C'est pas bien. C'est au maximum. Bon, bah, parle très fort. Tu es pas en open Donc, space. bonjour à tous. Merci Stéphane pour l'invitation à intervenir. Évidemment, je vais relier au IMSS, mais je vais répondre à ta question, Delphine, sur finalement comment on fait pour que l'innovation devienne quelque chose d'opérationnel et de terrain. Et je vais commencer par vous décevoir, je suis désolé, mais l'innovation, c'est un concept qui n'est pas tellement nouveau. Je vais citer Archimède, donc vers 287 avant Jésus-Christ. Donnez-moi un levier et un point fixe et je soulèverai le monde. C'est pas tellement nouveau. Alors moi, ce que je dirais, c'est donnez-moi une gouvernance hospitalière qui s'appuie sur l'intelligence collective, les médecins, les soignants, les administratifs et les patients, et nous transformerons le système de santé. Donc, je vais citer Stéphane, en fait, qui m'a interpellé pendant le voyage. C'est qu'il faut commencer par rêver, en fait. Et donc, pour faire de l'innovation, il faut commencer par rêver. Et je pense que l'humain n'a cessé de rêver depuis qu'il est là. Donc, maintenant qu'on a dit ça, l'innovation en santé, c'est quoi? Parce que quand même, il y a un petit cadre on va dire, légal donné par les tutelles. Donc, la PLFSS 2018 et l'article 51, c'est quand même le gouvernement qui donne un cadre à de la coordination de parcours pluriprofessionnel. Donc, on voit bien qu'on est un peu engagé dans un chemin de l'innovation et avec le bon sens de mettre tout le monde autour de la table. Nos tutelles n'ont fait que de continuer sur ce chemin-là. La stratégie nationale de santé 18-22, c'est innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usages. L'axe 1 de la stratégie 23-33 avec un focus sur les innovations de rupture. Bref, on a un cadre national qui nous emmène vers l'innovation. Donc maintenant, c'est comment on fait, une fois qu'on a ce cadre-là et cet encouragement-là, en termes d'état d'esprit, en termes de gouvernance, en termes de finances aussi, parce que l'article 51, c'est aussi des financements, pour aller vers des projets d'innovation terrain. Donc moi, la première chose et ce que je porte en tant que directeur de la transformation dans mon établissement, c'est de renverser la pyramide. Et alors là, je vais enfoncer des grandes portes ouvertes, désolé, mais l'innovation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ce que je vais dire, ce n'est pas nouveau non plus. Mais l'innovation, elle vient du terrain, en fait. Les solutions, elles viennent des docteurs, elles viennent des infirmières, elles viennent des administratifs qui sont au contact des usagers. Ça, c'est la vraie innovation. C'est celle On qu'on l'a va vu au chercher. Winship quand ils nous ont expliqué comment ils avaient construit leur projet en mode groupe de travail impliquant l'ensemble des parties prenantes. Et je vais y venir. On est bien d'accord que le Winship est très lié à ça. Donc, finalement, inverser la pyramide, c'est aller comprendre les processus métiers et l'intelligence collective. Ça, c'est la base de l'innovation, en fait. C'est comme ça qu'on comprend comment ça fonctionne. Alors, j'en viens au IMSS après cette brève introduction. Effectivement,
comment on fait pour que ça soit réel dans un hôpital? Bah, le CODIR du IMSS, c'était très marquant. Déjà, juste les membres du CODIR. Il y avait un pharmacien, il y avait un docteur, il y avait un directeur de projet, il y avait une ancienne soignante qui était devenue responsable des systèmes d'information. Quand on a demandé au docteur comment il faisait de l'innovation, il a dit bah, je travaille avec des ingénieurs. Bref, on avait quand même l'impression que chacun avait une place définie avec sa compétence, avec son engagement pour amener quelque chose à un groupe, à une équipe. Je pense qu'on a beaucoup à s'en inspirer en France. Après, ce qui était très marquant sur le CODIR du Winship, c'est aussi, finalement, ils n'ont fait que de parler de leur projet d'organisation. Et c'est marrant, ils ont parlé de tracking patient, ils ont parlé de check-in avant l'arrivée, ils ont parlé de parcours par étage. Et à chaque fois qu'ils parlaient de tracking, à chaque fois qu'ils parlaient de parcours, à chaque fois qu'ils parlaient de ces éléments-là, ils parlaient d'Epic. Et en fait, Epic, c'est le centre névralgique de leur organisation. Mais en fait, ils parlent d'organisation et ils ont un espèce de miroir en système d'information de leur organisation. Bon, c'est pareil, je ne sais pas combien de CODIR, et il y a beaucoup de membres de CODIR autour de la réunion, qui entendent l'ensemble d'un CODIR parler de son système d'information comme le cœur névralgique de son organisation. On n'est pas encore totalement mature, et c'est un des points que je vais développer après. On a aussi vu pendant notre séjour, aux États-Unis, mais on est allé à Atlanta, et à Atlanta, on a vu 1110, qui était un partenaire et un écosystème de création d'innovation. Donc là, c'était très, très intéressant aussi. Ils ont un niveau de maturité très différent que le niveau français. Donc, ils se positionnent en tant qu'écosystème. Ils sont le lien entre l'hôpital et les industriels, la pharmacie, les éditeurs de logiciels. Quand l'hôpital a une problématique, ils travaillent la problématique avec le terrain de l'hôpital. Donc, ils font des ateliers d'idéation, de co-création, encore que de la méthodologie d'innovation, en fait, pour aller chercher les éléments justes qui vont répondre aux réels besoins. Donc, on en parlait au début de la table ronde, comment on fait pour avoir des vrais usages et pas des solutions informatiques qui viennent sur nos organisations, mais des organisations qui ont un reflet informatique. C'est effectivement extrêmement différent. Et les écosystèmes d'innovation aux États-Unis, en tout cas celui qu'on a vu en termes de maturité, c'était un bel exemple. J'en viens aux usages de l'IA. Il y a plein de choses qui ont été dites sur Epic, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Moi, ce que je vois, et je vais faire du lien avec ce que j'ai dit, c'est Epic, c'est le lien pluriprofessionnel. Moi, ce qui m'a marqué le plus dans Epic, c'est il y a une appli patient, il y a une appli soignant, il y a une appli médecin. Le docteur, il veut parler avec son patient, il peut le faire en direct et vice-versa. On peut partager de l'information en temps réel. C'est très impressionnant à quel point c'est un outil au service du collectif et de l'équipe, en fait. Et c'est pareil, on a une petite tendance française à avoir un outil pour les docteurs, un outil pour les soignants, un outil pour les patients. Là, il y a une stratégie globale, ouverte, d'un système d'information qui répond à une organisation globale pour tous les acteurs. Donc ça, pour moi, c'était vraiment remarquable. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps et je vais essayer de conclure. Maintenant, comment faire que ça soit réalisable? Alors, on a quand même une problématique. Quand moi, je prône le pluriprofessionnel, c'est-à-dire la participation de l'infirmière et du médecin dans des projets d'innovation, quand aujourd'hui, on a du mal à trouver des infirmières pour pratiquer des soins, et quand on a un système de santé où le médecin a une tarification à l'activité, on va me le dire, donc plus il produit, plus l'hôpital gagne de l'argent, on est dans une forme d'incohérence même d'arriver à avoir dans des projets d'innovation une part de temps. Donc je pense qu'une des forces de nos organisations, ça va être de rendre du temps aux soignants, aux docteurs et aux administratifs pour les faire participer à des projets de transformation et d'innovation, parce que s'ils ne sont pas là dans les projets de transformation et d'innovation, on répondra à aucun usage. Et donc ça, c'est clé. Et donc je pense que le leadership de nos organisations, c'est d'arriver à leur rendre du temps, mais rendre du temps pour transformer, et je rejoins ce qui a été dit, la QVT et l'organisation. Et Voilà. on retombera, excuse-moi de te couper, on retombera sur les inconvénients dont parlait M. Crémieux en introduction, c'est-à-dire qu'on arrive avec des solutions toutes prêtes, mais qu'on n'a pas remonté et préparé avec les gens qui vont devoir les utiliser et qui vont peut-être pas correspondre du coup à leurs besoins au final. Et donc, la base de la conduite du changement, qui est d'embarquer les équipes dès le départ d'un projet, n'existe pas. Et donc, de base, il y a un problème d'embarquement et de conduite du changement.
Donc pour moi, et je terminerai là-dessus, si on arrive à dégager de l'énergie physique et mentale à l'ensemble des acteurs de la chaîne, et on est tous importants, on arrivera à avoir de l'innovation organisationnelle, technologique, qui permettra de faire l'évolution et la transformation de notre système de santé. Merci Félix. On avait plein d'autres questions, mais le temps nous est compté. On retiendra que la clé, c'est de travailler ensemble. Et j'ai envie de dire que les 2 délégations qui sont représentées ici ont montré comment c'est efficace d'être tous mélangés et de partager toutes ces informations-là. Je vois que David Gruson nous a rejoint. Merci David. Vous êtes le fondateur d'Ethikia, expert sur l'intelligence artificielle, évidemment. Merci d'être avec nous à distance. Encore une fois, un problème parisien, marseillais, je ne sais pas. Ah non, moi j'aime bien Marseille, mais pardon, c'était trop compliqué. Donc, je vais juste en introduction revenir sur cette nécessité-là. On a parlé de l'IA depuis le début des tables rondes. Je pense, et on pense tous autour de la table, qu'une des clés aussi de la réussite et du cercle vertueux de l'application et du développement du numérique en France et plus largement en Europe, c'est de bénéficier d'un cadre. La data, ça a été important. On en a parlé lors du premier débriefing sur site directement à Orlando entre les 2 délégations, où on a tiré 2 grandes conclusions. La première, c'était la nécessité de travailler sur des data sources non transformées. Et la deuxième, c'était l'importance de la validation humaine. On en a reparlé tout à l'heure. Mais enfin, il faut et on a besoin d'un cadre. Et je crois que vous êtes à même de nous partager aujourd'hui où on en est et surtout quelles sont les perspectives. Et j'ai envie de dire qu'on a vu aujourd'hui comment ça allait très vite et qu'on espère que les institutions et que les instances ne s'arrêtent pas à ce qu'elles viennent de décider, mais continuent à travailler pour éviter de prendre le train en marche. En tout cas, un grand merci. Merci à Stéphane et au CATED de me donner l'opportunité de reparler devant vous. C'est un peu frustrant de faire une restitution de voyage d'études sans y être allé et voyage dans lequel je suis intervenu, mais à distance. Je vois Jacqueline qui se marre et elle a raison. C'était la virtuelle. J'ai été privé de Budweiser cette année, mais j'espère me rattraper l'année prochaine. Alors, c'était pas sans lien, évidemment, avec le sujet qui nous occupe, parce que on sort de la période qui était la période de validation du règlement européen sur l'IA. Je vous avais fait une présentation sur pendant IMSS, sur plus la partie IA générative et enjeux de régulation. Je vous fais, là, si ça vous va, en quelques minutes, sans être trop long, je vais essayer de partager l'écran, la photo finish du cadre de régulation qui va s'appliquer à nous, en vous redisant que, en fait, contrairement à ce que l'image qu'on a un peu ici, en fait, ce cadre de régulation est maintenant largement convergent avec les États-Unis, puisque le Biden Act, qui a été adopté le 30 octobre dernier, établissait un cadre reprenant cette notion de validation humaine que vous avez proposé. Donc moi, je voulais aussi vous redire un peu sur ce qui a bougé depuis, en fait, pendant IMSS et depuis. Vous avez vu que le sujet de la négociation conventionnelle connaît un certain nombre de difficultés, mais dans cette négociation, après tout, le pire n'est pas sûr, et dans ce moment, la CSMF a porté une position visant à faire reconnaître le contrôle humain de l'IA dans cette négociation conventionnelle, sous la forme d'expérimentation de parcours patient. Et le sujet bouge, y compris au sein de l'assurance maladie, avec des éléments sur l'insuffisance cardiaque qui se dégage, et pendant IMSS, une concertation ouverte par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Je reviendrai sur les outils de politique publique à actionner sur ce terrain. C'est encore timide, mais les choses avancent. Et puis, la régulation a avancé, donc avec ce règlement européen sur l'IA. L'IA d'accès aux soins avance. Vous avez vu la percée de l'IA générative sur le salon. On n'y est pas encore tout à fait en France, même si je vous avais présenté le programme pilote
qui initie la post-santé autonomie sur l'IA générative appliquée au dossier patient. Ça, j'y crois beaucoup. Au dossier patient informatisé, DMP. La réalité, c'est plutôt encore l'apprentissage machine par reconnaissance d'image, mais avec une percée très rapide sur le terrain. Donc là, sur l'angle que vous m'invitiez à présenter plus spécifiquement aujourd'hui, donc on est au bout de ce long cheminement qui est parti du travail initié qui a amené à la reconnaissance de cette garantie humaine dans la loi de bioéthique en 2021. Mais vous avez vu que dès cette époque, la FDA américaine avait endossé cette notion de human oversight dans une opinion de régulation jusqu'au texte tel qu'il a été adopté il y a 10 jours par le Parlement européen. Donc, il est validé, il entrera en vigueur donc en mai 2025 et avec une entrée en vigueur séquentielle, une classification, je vous l'avais dit, des systèmes d'IA en santé dans la catégorie des systèmes à haut risque, avec évidemment la présentation sera pour vous bien sûr, un set d'obligations, dont cette obligation de contrôle humain, Human Oversight, on dit la FDA depuis 2021 et elle fait la FDA une application stricte du dispositif en menaçant de suspendre le FDA approval en l'absence d'un contrôle humain dans la phase d'application en vie réelle du système. C'est injecté dans le marquage CE, ce n'est pas un droit juxtaposé, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'il y a une incitation aussi du côté de l'innovateur à s'approprier ce volet dès le départ s'il veut augmenter ses chances d'accès au marquage et d'actualisation de son marquage pour les systèmes auto-apprenants. Et puis, petit point qui n'est pas du tout annexe, il y aura une seule documentation technique associée au dossier de marquage CE et au dossier de conformité pour les dispositifs médicaux avec IA. Donc, la garantie humaine, les dispositions n'ont pas bougé, c'est l'article 14 pour le concepteur du système d'IA, avec les deux obligations qui étaient celles de la loi de bioéthique de 2021, l'info des patients sur le recours à l'IA dans le processus de prise en charge qui les concerne, d'une part, et d'autre part, une supervision humaine dans la phase de conception et l'application en vie réelle. La numérotation a changé. Article 26, c'est l'obligation côté utilisateur de système. Avec là, quand on est en position d'utilisateur passif simple, vous voyez qu'on achète un système d'IA, on peut se contenter d'obtenir la preuve d'une garantie humaine qui peut être effectuée, par exemple, dans le cadre d'une labellisation du concepteur, mais très souvent, on le voit sur le terrain, les établissements, et ça je pense que vous l'avez vu, c'est ce qui m'en a été rapporté de vos visites d'établissements en marge de IMSS, sont aussi en situation de co-concepteur, et vous voyez qu'il y a une zone grise entre le statut de concepteur et le statut d'utilisateur. Les choses ont aussi avancé du côté de la Haute Autorité de Santé. On a à nouveau un séminaire de travail avec l'HAS demain, qui dès 2020 avait publié une orientation d'admission au remboursement des DM avec IA. Le président de l'HAS s'est exprimé il y a 8 jours à Future for Care, dans lequel il a rappelé qu'il allait exiger dès maintenant la preuve de garantie humaine dans les dossiers d'admission et des recommandations qu'elle émettrait et qu'il envisageait. Alors là, ce sera un peu plus à terme. Point de vue personnel, il faut sans doute attendre l'entrée en vigueur du texte, une adaptation du manuel de certification des établissements de santé pour intégrer ces process qualité gestion de risque IA dans le champ de l'assertif. Ça se déploie sur le terrain. Vous voyez, exemple de protocole qu'on avait conçu avec un opérateur de téléradiologie qui est Made in Plus, qui est contrôlé par les radiologues eux-mêmes, ce qui est évidemment un point intéressant lors de la financiarisation de la radiologie. Donc là, on déploie des protocoles de contrôle humain en vie réelle, par exemple sur de la traumato utilisée la nuit aux urgences sans présence de radiologue. On va utiliser pour des établissements qui n'ont plus de radiologue un contrôle soit exhaustif, soit échantillonné, ça dépend du type de cas d'usage de l'IA avec des radiologues à distance. Et vous voyez, c'est là où le rôle du régulateur est important parce qu'il va émettre des recos de bonnes pratiques pour déterminer la cadence du contrôle humain en vie réelle. Mais très clairement, sur la traumato et peut-être demain la mammo, ça va permettre considérable, la dermato aussi, l'accès aux soins de spécialité sous contrôle médical humain. Et là, il n'y a pas besoin de cadre juridique particulier parce qu'on entre dans le régime de la téléradiologie classique. Et puis, le sens de ce mouvement, il est aussi de constituer des écosystèmes de confiance, des tiers de confiance qui vont être représentatifs
d'un champ professionnel. On avait commencé dans le domaine bucco-dentaire sous égide de l'UFSBD. Ça se déploie en oncologie avec Unicancer, qui avance avec ses centres de lutte contre le cancer sur ces questions de garantie humaine de l'IA, à la fois à l'échelle des CLCC et au niveau fédéral. Dans le domaine de la biologie, avec la Société française d'informatique des laboratoires. Donc là, on a mis sur orbite l'audit d'un premier système d'IA qui avait par exemple fait l'interprétation de compte rendu de biologie pour produire des analyses d'aide à la prescription. Et dans le domaine de la mutualité, il y a la FNMF s'est positionnée fortement sur le sujet pour essayer de concevoir des modèles de conformité et d'aide à la diffusion de l'IA dans le domaine mutualiste. Et c'est important sur les parcours de prévention des patients. Donc les choses avancent, les écosystèmes se structurent et on voit qu'on a une petite longueur d'avance sur ces questions, mais qu'il faut aller vite. Et qu'en fait, sur les questions clés qui là ont pris sans doute de l'ampleur et sur lesquelles vous avez sans doute vu des modèles, on voit que finalement la question un petit peu transverse, c'est IA et responsabilité populationnelle, avec les modèles d'integrated care que vous avez vu tourner à IMSS. On a échangé en débrief avec Antoine Malone qui était avec vous et qui s'est exprimé encore cet après-midi. On voit qu'en France, la partition des jeux de données entre le SNIRAM à la base de l'assurance maladie et les données cliniques rend ce modèle de responsabilité populationnelle complexe à déployer. Mais il faut aller dans cette direction, bien sûr, avec des logiques de parcours territoriaux de santé et des questions clés à trouver pour permettre une diffusion soutenable de ces modèles. C'est quoi le bon modèle de régulation éthique? Il faut du management par la garantie humaine, mais il ne faut pas surréguler. Il faut soutenir des nouveaux modèles de diffusion de l'innovation. Et là, on va voir un enjeu, j'espère, de débat de ces sujets. On voit que ça commence à se positionner pour le PLFSS 2025. Pourquoi pas imaginer des premières expériences du type de ce qu'on a fait en son temps pour la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire on utilise la matrice tarifaire pour soutenir le process innovant et dégrader la tarification des process qui ne le sont pas. Et vous voyez, j'ai un cas précis en tête. Là, le gouvernement a forfaitisé la séance de radiothérapie. On peut tout à fait imaginer, comme le contourage des rayons devient standard en radiothérapie, de progressivement valoriser la séance de radiothérapie avec IA et de progressivement dévaloriser la séance de radiothérapie sans IA. Il y a un enjeu de prévention et de santé publique. Donc là, ça fait directement écho au sujet de responsabilité populationnelle. Vous voyez, par exemple, sur la mammographie, on va voir à déployer ces systèmes dans la ruralité pour élargir le dépistage du cancer du sein. Et il faut pouvoir avancer dans cette direction pour pouvoir déployer ces outils sous contrôle médical humain et avec un enjeu de formation de professionnels médicaux en première ligne et de contrôle à distance par des radiologues formés à la mammo. Et je salue Pierre Chansor qui est avec vous aujourd'hui, qui porte ces sujets dans l'écosystème de Dream France IA. On voit que le terrain appelle un accès à ces dispositifs, la santé publique aussi. Il faudra des financements de santé publique, mais il faudra aussi une régulation professionnelle pour autoriser de nouveaux partages de répartition d'activités entre professionnels. Et puis sur les financements, là, il y a une doctrine à consolider sur le bon emploi des financements de l'assurance maladie et des complémentaires, avec des domaines dans lesquels il faudra de l'apport d'argent public, mais pas toujours. Vous voyez, par exemple, sur l'IA de back-office, l'IA de gestion des fonctions support, qu'il ne faut pas du tout mépriser. Et on a un potentiel de gain d'efficience majeur dans le système qui peut être réutilisé pour financer cet accès à l'innovation. Donc voilà un peu ce que et voilà, je vois Antoine par effet de reflet dans sa petite télé. Donc j'en déduis qu'il n'est pas à Marseille. Mais donc vous avez compris. Non, toujours le même problème. Donc vous avez compris mon message. On est à un moment un petit peu clé sur lequel il faut, si on veut prendre le bon triple tournant à la fois de l'IA, mais l'IA n'est qu'un instrument, au service de la vision d'une responsabilité populationnelle, territoriale de santé publique, et puis en lien avec les délégations de compétences aux professionnels paramédicaux.
eh ben, c'est maintenant qu'il faut aller mobiliser des outils de politique publique. Alors, il faut, en vous disant ça et en conclusion de ce propos, en espérant pas avoir été trop long, je forme le vœu que ces outils de politique publique se mettent en mouvement et il va falloir militer pour, en bon ordre, mais en gardant quand même la liberté d'initiative des acteurs. Parce que la percée de l'IA qui a été réalisée sur le terrain, pour partie, est liée au fait que, bon gré mal gré, que ça ait été un choix ou pas, et ben, on a eu un mouvement, un peu de retrait stratégique des acteurs de la tutelle régionale ou nationale, qui était aussi un mouvement de laisser faire au sens positif du terme. Et donc il faut maintenant avoir plutôt une stratégie d'accompagnement avec des priorités et des outils de politique publique qui vont venir stimuler des mouvements qui sont déjà engagés, plutôt qu'une stratégie de reprise de contrôle administratif des choses qui là serait vouée à l'échec. Merci beaucoup, David. Je crois que la transition est faite avec la troisième table ronde. Mais avant tout, peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou à distance. Une question, pas de question. Allez, une réaction, Jonathan. Merci pour les propos. Je voulais juste réagir sur l'exemple mammographie qui illustre, je pense, un autre enjeu important, c'est l'actualisation de la réglementation. Donc, il ne faut pas surréglementer, mais pour travailler le sujet de la dématérialisation de la deuxième lecture mammo en région, on est encore sur une réglementation qui interdit la dématérialisation de la deuxième lecture. Donc voilà, je souhaitais rebondir là-dessus parce qu'on parle d'innovation, on parle de… Il est important que la réglementation et son actualisation suivent le rythme des évolutions et des innovations qui, elles, vont accélérer. Tout à fait, c'est ce qu'on se disait, c'est de ne pas s'arrêter à ce qui vient de sortir, mais de continuer à y travailler. Alors, je crois j'y souscris complètement, je crois assez bien sur ce sujet. À une expérimentation, vous voyez, là, ce qu'on a vu sur la mammo se construit assez rapidement en Occitanie, même en PACA, à une expérimentation qui permettrait, vous voyez, de tester, et ça c'est une bonne réforme, les nouveaux pouvoirs de dérogation qui ont été accordés au DG d'ARS. Et vous voyez, on voit bien un schéma sur plusieurs territoires sur lequel on expérimenterait des modalités d'élargissement du dépistage du cancer du sein avec le concours de l'IA, à condition pour une fois qu'on ait une vraie évaluation scientifique du dispositif et des gains de santé publique qu'il induit. Merci beaucoup. Une autre question? Ouais, il y en a deux. Professeur Champsor à PHM et président de Dream Francia pour représenter l'ensemble des radiologues français pour la prise en compte de l'intelligence artificielle. La mammographie est un exemple très intéressant parce qu'il montre bien qu'on a des techniques qui viennent, mais parfois percuter finalement le bon usage. C'est-à-dire que la mammographie, elle ne date pas d'hier, la prise en charge, première lecture, deuxième lecture, c'est en place depuis longtemps, pathologie sensible. Et aujourd'hui, et sous expérimentation, David, tu ne m'en voudras pas si je viens un peu en opposition à ce que tu dis, pose un énorme problème aux radiologues spécialisés, la CIFM en particulier, mais les choses sont faites. Il faut faire attention que les technologies ne permettent pas parfois dans des problèmes de démographie médicale à faire n'importe quoi pour le protection des patients, et des patientes en l'occurrence. Donc, il faut bien réfléchir, ce sont des outils au service de prise en charge, il faut que ce soit qualifié par rapport au circuit de la prise en charge, ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est peut-être pas d'hier, et voir comment on peut apporter un plus, mais sans faire n'importe quoi. Non, merci Pierre. Non seulement tu n'es pas en opposition avec ce que je dis, mais j'y souscris complètement. Et précisément, l'appel que je lance est d'expérimenter des protocoles sous contrôle humain et sous guidage des référents de la spécialité que tu es, pour pouvoir utiliser cette innovation dans une logique de garantie humaine par les spécialistes. Et il faut qu'il y ait un spécialiste en monitoring aux différentes étapes du processus. Une dernière question. Alors, c'est plus des remarques qu'une question. C'est deux remarques. Alors, on souscrit tout à fait. Bonjour, pardon, je me présente, Nicolas Coste, pharmacien à la PHM également, et représentant d'un autre syndicat de pharmaciens hospitaliers que celui de Mélissa. Deux remarques. Alors,
on souscrit tout à fait au fait que le train va vite, et il va d'autant plus vite, et il va d'autant plus accélérer que les innovations vont se présenter. Ça pose au moins deux problèmes, celui qu'on vient d'évoquer de l'évolution de la réglementation et de la responsabilité, qui à mon avis sont liés, mais aussi de moyens, c'est-à-dire du matériel, des environnements qui vont supporter l'enregistrement de toutes ces données, de leur conformité en termes de sécurité, mais aussi d'interopérabilité. Et donc, on voit bien que c'est des choses qui vont nécessiter des investissements, à mon avis, qui vont être assez colossaux. Et je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai aucune idée de la manière dont on va pouvoir mener ces investissements au niveau national, aussi bien d'ailleurs dans les structures privées que dans les structures publiques, parce que ça demande vraiment une mise à jour qui est de plus en plus rapide. On le voit bien à titre personnel. On ne peut pas mettre à jour son PC parce que bientôt Windows 10 va être obsolète. La dernière version du téléphone portable que l'on a ne supporte plus les nouveaux systèmes quand ils sont mis à jour. Donc on est dans une accélération de ces renouvellements à la fois matériels, mais aussi de structure globale, pour pouvoir interagir avec les différents outils. Et ça, autant que les aspects, on va dire, réglementaires et de responsabilité, ça va être la clé d'un passage réussi ou raté. Tout à fait. Merci pour Merci cette beaucoup. remarque. Bien. Oui, David, c'est bon. Merci Oui, oui. beaucoup, David, pour Merci- ton merci intervention à à vous l'instant. Merci à vous. Merci Et promis- de m'avoir associé à ces travaux et j'espère avoir le plaisir d'y participer cette fois Voilà. en vrai pour les prochaines sessions parce que c'est toujours C'est la passionnant promesse que nous et pourrons se faire. et, Voilà. À l'année prochaine. et merci d'avoir aussi ces moments de capitalisation parce que c'est sans doute aussi important que le salon lui-même. Oui, merci beaucoup, David.